Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode hebdomadaire des décideurs de la gestion. Comme chaque semaine, vous pouvez poser vos questions en direct à nos invités. Aujourd'hui, en compagnie de Hubert Tassin, nous avons le plaisir de recevoir Éric Frénois. Vous êtes directeur de la gestion sous mandat chez Dorval Finance. Alors peut-être pour commencer, Éric, pouvez-vous nous raconter un petit peu quel est votre métier, quelle est votre spécificité personnelle chez Dorval Finance? Oui, chez Dorval, on connaît la gestion de fonds flexible, collective. Et je suis responsable de la partie gestion sous mandat, c'est-à-dire que je gère pour des particuliers des comptes, des assurances-vie qui veulent bien nous confier dans le même esprit que la maison mère. Vous êtes plus en contact que d'autres avec les vrais gens, entre guillemets? Oui, avec les clients directs, j'ai la chance de connaître les clients, leur histoire. Oui, c'est la grande différence avec les collègues qui connaissent certains clients, mais pas tous les clients, oui, c'est vrai. Dans le même esprit que chez Dorval, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à la fois sur des grandes cotations, des petites cotations, des... Oui, on regarde en Europe toute capitalisation confondue, les grandes, les moyennes, les petites, sans a priori, de secteur également. Donc ça, c'est la première chose. En fait, il y a deux mots qui nous caractérisent, conviction et flexibilité. Conviction, ça veut dire que lorsqu'on investit, on fait du vrai stock picking, du choix de valeur, et on investit quand on est vraiment convaincu d'une valeur, mais on n'y va pas si on est tiède, si on est à moitié convaincu. Donc ça, c'est le premier point très important. Le deuxième, flexibilité, c'est-à-dire qu'on utilise notre faculté à avoir plus ou moins d'actions en portefeuille pour protéger les clients quand il le faut, réinvestir, être dans le marché quand il le faut. Alors justement, Hubert, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il s'est passé cette semaine en bourse? Poursuite de la tendance. C'est facile à dire. Finalement, le mois de février aura eu une seule tendance, légère hausse sur les marchés américains et européens, mais hausse continue, qui salue la croissance aux États-Unis, qui semble bien accrochée, on va en reparler sans doute, et qui salue, je dirais, la convergence et le moins d'asymétrie dans le cycle européen, et la convergence notamment vers les sanctionnés d'autrefois, l'Irlande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal. Et également poursuite de la tendance sur les marchés dits émergents, avec une baisse de 4,3% cette semaine de l'indice de Shanghai. Donc, bien sûr, je ne parle même pas de Moscou qui perd 13% depuis le début de l'année, avec un rouble qui s'est effondré, mais il y a de la géopolitique et de la politique, donc c'est un peu c'est un peu différent. Petite surprise sur les devises, la bonne tenue à nouveau de l'euro contre toute devise, c'est pas une très bonne nouvelle pour l'économie, pour l'exportation européenne, mais donc c'est un fait. Et poursuite de la bonne tenue de l'or. L'or gagne 10% depuis le début de l'année. Alors c'était après une année effrayante, mais regagne encore 1,1% cette semaine. D'accord. Voilà. Écoutez, déjà merci pour cette présentation. Et justement maintenant, temps de s'intéresser au paysage économique actuel avec notre première rubrique Impression macro. Éric Hubert, pour cette première rubrique Impression macro, quels sont les indicateurs que vous retenez, quels sont les événements à retenir cette semaine? Que s'est-il finalement passé d'intéressant selon vous? La première question que j'ai envie de poser, Éric, l'Ukraine. L'Ukraine, vous ouvrez vos radios, la radio, la télévision, guerre froide, quoi. Il y a des chars, à Sébastopol. Qu'est-ce qui se passe? L'Ukraine, c'est le sujet brûlant sur les marchés cette semaine. Il y a deux aspects, politique, géopolitique et, j'ai envie de dire, économique et financier, surtout financier. Sur le plan géopolitique, c'est très délicat parce que ça change d'heure en heure. Hier, effectivement, Vladimir Poutine lançait les manœuvres dans l'ouest de son pays, juste face à l'Ukraine. Il se passe des choses à Sébastopol, en Crimée. Sébastopol, c'est très très difficile à suivre et de se faire une opinion. Donc ça, c'est ce que l'on retient. Moi, ce que je trouve un peu incroyable, c'est le flegme des marchés. Peut-être à l'exception du rouble, mais le rouble avait d'autres raisons de baisser. Alors ça, c'est l'autre pendant. C'est le pendant, j'ai envie de dire, économique et financier. En fin de compte, l'économie ukrainienne, dans la marge du monde, n'est pas une économie majeure financièrement. C'est important pour la Russie, le voisin immédiat, mais pour nous, Européens, pour les Américains, c'est très éloigné. Et notamment, on se pose toujours la question du côté des banques. Les banques européennes sont très très peu impliquées en Ukraine, peut-être indirectement pour
quelques sommes. Mais voilà, ce n'est pas la Grèce. Mais ça n'empêche qu'il faut rester vigilant parce que souvent, certaines crises majeures ont démarré par un petit problème dans un petit pays et qui peut dégénérer. Donc attention, il faut quand même... Pourtant, les marchés ont quand même semblé sanctionner finalement les événements en Ukraine cette semaine. En France, je parle en France ou dans les pays de l'Ouest européen, que s'est-il passé finalement? Qu'est-ce qui les inquiète? En fin de compte, c'est la résurgence du risque émergent. C'est une détérioration du sentiment négatif sur les émergents. Alors qu'on croyait fin janvier, début février que cette bourrasque sur les devises s'estompait, on est en train de revivre ça. Alors sur le rouble russe spécialement, mais voilà, ça fait une nouvelle piqûre désagréable sur les émergents. Que sur les émergents, on s'était dit il y a deux poches qu'on peut quand même commencer à rattraper assez vite, qui est la poche près des États-Unis, donc le Mexique, et la poche près de l'Allemagne, et tout ce qui est l'Europe de l'Est. Donc là, on a une petite tension. En plus, il y a la question de fourniture du gaz, etc. Voilà. Donc on a une petite tension émergente en réalité. Donc ça justifie une certaine appréhension qui se matérialise par la nervosité, donc quelques baisses cette semaine. D'accord. Alors, un autre chapitre très très important hier, c'est l'intervention de Janet Yellen, donc la nouvelle présidente de la Réserve fédérale, la Fed, devant le Sénat américain. Elle a semblé finalement rassurer le marché, rassurer Wall Street. Est-ce que c'est votre cas? Comment vous avez trouvé cette intervention? Oui, nous, de manière synthétique, ce qu'on en retient, c'est que la politique est toujours à la baisse du soutien, ce qu'on appelle le tapering dans le jargon de la Fed. Le soutien à l'économie américaine baisse graduellement. Elle a répété, parce que des questions ont porté sur le froid qui a balayé les États-Unis, qui a été assez exceptionnel récemment. Ce que l'on comprend, c'est que s'il devait y avoir nécessité de faire une pause sur le soutien, sur la baisse du soutien, elle le ferait. Donc c'est un pragmatisme qui est tout à fait bienvenu. Il n'y a pas de dogmatisme en disant ce sera moins 10 milliards tous les mois. Non, c'est... Le dogme, c'est la croissance d'abord, oui. La restauration des équilibres ensuite. Alors évidemment, ça fait plaisir au marché. C'est vrai, parce que je veux dire, sur les moyens, il n'y a pas de dogme. Le tapering, donc c'est diminuer les doses. Hein, c'est un terme médical en réalité. Le tapering, on a le temps, donc a fortiori, puisque les minutes de la Fed de la dernière fois nous avaient fait un peu peur, avec possibilité de remonter des taux. Là, c'est remis, sachant quand même que elle dit qu'elle ne sait pas, puisqu'il y a cette vague de froid, et personne ne sait à quel rythme ça progresse. Voilà. Et vous regardez quel indicateur devant? Alors, il y a deux choses. À court terme, on va avoir une réponse sur la vague de froid la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura l'ISM et l'emploi américain qui vont nous donner une bonne photographie, en tout cas. L'ISM, c'est le directeur d'achat, donc voilà, c'est les intentions. C'est un indicateur avancé quand l'emploi est un indicateur retardé. Voilà, exactement. Mais c'est un indicateur très intéressant parce qu'il est très pertinent. Il est vraiment, il fonctionne bien. Le rendez-vous, il est là. Voilà, il est là la semaine prochaine. En tout cas, on aura, dans ce tableau qui est très flou aujourd'hui, on aura une vision beaucoup plus précise. Et avec l'adaptabilité de la Fed, nous, on est assez confiants. Mais elle a vraiment calmé le jeu. Pardon ? Elle a vraiment calmé le jeu, madame. Oui. La Fed reste fidèle à son dogme et donc à son objectif de croissance. Et effectivement, on en saura plus sur la croissance américaine, sur sa solidité la semaine prochaine, avec les prochains chiffres de la semaine prochaine. Finalement, il y a aussi quelque chose qui est assez important qui se passe en Europe. On semble assister à une légère reprise économique dans certains pays de la zone euro. Est-ce que c'est un effet suivisme, à votre avis, messieurs, ou est-ce que les fondamentaux, quelque part, ne sont pas mauvais? Je pense que c'est très positif. Alors, on va en reparler. Je pense qu'on a un effet suivisme, et un effet suivisme relativement sain, avec effectivement ce que je disais, c'est cette convergence quand même entre l'Europe du Sud, très en retard, et l'Allemagne. Alors, la France, c'est un drôle de pays au milieu, parce qu'il est vraiment entre les deux. Moi, il y a un indicateur qui m'a vraiment intéressé cette semaine, c'est les déclarations des spécialistes des semi-conducteurs. ST Microelectronics, puis aujourd'hui Soitec. Soitec, c'est un acteur de niche, donc c'est un petit peu différent. Mais c'est un indicateur avancé de voir les spécialistes des microprocesseurs commencer à avoir une reprise. Donc là, moi, j'y vois un élément, en dehors de l'ensemble des statistiques, assez positif. Et micro dans le macro, si j'ose dire. Tout à fait. STM, c'est une société qui fait des semi-conducteurs qu'on retrouve par exemple dans les automobiles, en grande partie les produits comme les téléphones, etc. Ce qu'ils nous disent, c'est intéressant, ils nous disent la croissance repart en Europe, elle est le pays le plus en pointe, le plus en avance, c'est l'Allemagne.
Les pays du Sud ne sont pas en reste, et devinez quel est le dernier. Le dernier à la traîne, c'est la France. Voilà. Donc c'est quand même intéressant de voir que finalement, ce n'est pas homogène, et ce ne sont pas les pays du Sud qui sont les moins bons élèves en ce moment. Donc ça, c'est intéressant. Pas forcément en ce moment. Alors on va revenir sur la France, on reste un tout petit peu sur l'Europe, parce qu'il y a une autre actualité assez importante, c'est ce fameux risque de déflation. Donc ce matin, Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, estimait que la zone Europe, avec 0,8% d'inflation, n'était pas en déflation, mais dans une zone de danger. Oui, là. Qu'est-ce 0,8% sur un an, moins 1,1% sur un mois dans la zone euro. La consommation des ménages qui baisse en France, quand même, 2,1%. Et puis, bon, alors, on aime bien jargonner, les masses monétaires qui ne progressent pas, hein, ça, le fameux M3. Donc, est-ce que vous achetez le risque de déflation ou finalement, il y en a sur le pied? Alors, le risque de déflation, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, globalement, la zone euro n'est pas en déflation, mais pays par pays, il y a certains pays comme la Grèce, sans doute, même de manière certaine, l'Espagne et le Portugal dans une certaine mesure, où on voit des baisses de salaire réelles, on voit des baisses de prix, pas seulement dans l'immobilier, dans les prix de tous les jours. Ça, c'est bien la déflation. Mais ce n'est pas le cas des autres pays. En Allemagne, on n'a pas ce risque-là, en France non plus. Quand on prend la zone euro dans sa globalité, et c'est ça aussi que regarde quand même la BCE, on est dans une période de basse inflation, pas seulement à cause de l'énergie, parce que parfois, c'est l'énergie qui baisse. Donc les prix même hors énergie sont assez bas, ont été bas en 2013. Par contre, je pense qu'il faut avoir une lecture en dynamique, c'est-à-dire qu'on regarde toujours le passé. L'an dernier, l'inflation a été basse, et c'est ce que regarde la BCE, et c'est ce qui la rend confiante, et c'est ce qui nous rend confiants aussi sur l'idée qu'on devrait échapper à ce risque, c'est que nos informations nous montrent qu'en 2014, on va avoir graduellement, avec la reprise de l'activité, une reprise de l'inflation. Donc il ne faut pas regarder avec un rétroviseur 2013 en se disant on va passer de plus 0,8 d'inflation à 0, moins 1, on est sur une pente plutôt sympathique avec de retour à une certaine inflation. Juste un mot. Quand les banquiers centraux parlent d'un problème, c'est qu'en fait, il est déjà en train de se régler et il parlait de règles. Donc c'est déjà presque bon signe. Oui. En un mot, rapidement, qu'est-ce qu'on peut donc anticiper en termes de politique de taux d'intérêt dans les prochains mois? Il y a, j'en ai pas parlé, mais ce qui est très intéressant aussi, c'est dans le même temps, les taux des pays de l'Europe du Sud ont énormément baissé. La Grèce se finance, enfin le taux est à 7%. Il est en quasi-faillite il y a très peu de temps. En Italie, en Espagne, on est en dessous des 4%. Ça, c'est extrêmement favorable et c'est un ballon d'oxygène extraordinaire pour alimenter graduellement, ce sera toujours fragile, graduel, mais alimenter un meilleur scénario économique pour 2014, pour toute l'Europe finalement. D'accord. Dernier point, toujours assez rapidement. La France, le chômage continue de croître, la consommation des ménages est en berne, le moral des ménages semble aussi finalement assez en berne. Oui. Qu'est-ce que vous anticipez sur notre marché domestique ? D'un point de vue économique, c'est vrai que c'est assez désolant parce qu'en fait, on n'est même pas au début de la prise de conscience au niveau j'ai envie de dire, de l'ensemble de la population qu'on a un problème. D'autres pays sont passés par ce premier passage. D'abord, il faut avoir conscience des problèmes, ensuite on trouve des solutions, on les applique, et plus tard on en récolte les fruits. L'Allemagne l'a fait il y a 7 ans. L'Espagne et l'Italie ont commencé déjà assez violemment il y a 1 an ou 2 ans, donc elles ont pris le chemin, et d'ailleurs elles commencent à en avoir les premiers retours. Les exportations repartent en Espagne, donc c'est intéressant. Nous, la France, on est dans le statu quo, c'est assez terrible parce que ça repousse dans le temps la solution. Qui va être ces élections européennes, et il peut y avoir un désaveu très profond en Espagne, en Italie, et une non prise de confiance en France. Donc il y a un rendez-vous politique qui est dangereux pour l'Europe en général et pour cette fameuse convergence. Donc, un éventuel risque politique à attendre, et donc là, une fois de plus, on attend, et avec pas mal d'incertitudes. C'est sûr, les élections européennes, on a un peu de temps. Les élections européennes, effectivement, sont assez proches. Il est temps justement de s'intéresser aux réalités micro avec notre seconde rubrique, Réalité micro. Encore beaucoup d'actualités sur le front microéconomique cette semaine, notamment en bourse. Messieurs, il y a une grosse actualité, c'est évidemment la guerre des télécoms. Bouygues contre-attaque sur le dossier Free, face à Numéricable et à Free. Comment on peut lire tout ça ? Ce qui est extraordinaire, c'est que ça ne se passe que maintenant, puisque on a vu les 3 opérateurs historiques de mobile se faire attaquer les marges sur les mobiles sans aller attaquer la marge qui permettait justement à Free de pouvoir les attaquer sur leur mobile. Je dirais enfin, personnellement. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, il y a changement de donne quand même. Oui, tout à fait. Alors on peut dire enfin pour Bouygues Télécom qui réagit en attaquant au portefeuille, en réalité Free sur sa manne des Freebox. Le problème c'est que
je parle spécialement de Bouygues. Bouygues aborde cette situation-là en position de faiblesse. Ça fait 2 ans que Bouygues Télécom ne gagne plus d'argent. Pendant ce temps-là, Free s'est développé, Numéricable a pris du poil de la bête. Et d'un point de vue stratégique, la réponse de Bouygues est sans doute trop ambitieuse. Par exemple, ils espèrent passer dans le fixe de 2 millions à 5 millions d'abonnés. Ça paraît, compte tenu du taux d'équipement, de l'inertie et de l'avantage qui est proposé, qui est modéré, ça paraît très ambitieux. Donc stratégiquement, Bouygues est vraiment dans pas une impasse, mais un corner qui est assez désagréable. Je dirais la preuve, c'est que c'est le patron, c'est Martin Bouygues qui est venu annoncer ça, c'est pas le patron de Bouygues Télécom. Oui. Martin Bouygues avait besoin de parler aussi au marché, pas seulement aux clients de téléphone, à cause des provisions passées sur Alstom qui le mettent en perte. Mais c'est symptomatique que ce soit Martin Bouygues qui vienne annoncer ça quand même. Justement, est-ce que c'est finalement une réponse peut-être un peu défensive, forcée parce que le dossier était en train de leur échapper et qu'il fallait répondre? Oui, je le perçois comme défensif. C'est comme l'histoire d'SFR. Numéricable a lancé il y a peu de temps, a engagé avec Vivendi des négociations, parce que ce n'est pas fait, attention, a engagé des négociations, mais ils ont pris une longueur d'avance en tout cas dans les négociations. Tout d'un coup, Free puis Bouygues disent oui, nous aussi on est intéressés. Donc oui, le paysage bouge à une vitesse, on n'a pas été habitué à ça. On a été habitué à nos 3 opérateurs historiques, dont Bouygues était le plus petit d'ailleurs. Et c'est le problème de Bouygues, c'est que, par exemple, prenez le cas des autres opérateurs. Alors, SFR est en vente, donc pour Vivendi, la stratégie, elle est clairement définie, c'est je mets la mariée à proposer. Pour Orange peut compter sur l'international. Orange compte encore beaucoup sur la France pour son activité, mais se déploie en Afrique, en Europe, donc a une autre carte à jouer. Sur les valeurs. Free a été en fait formidablement une réussite boursière, le concept du low cost, etc. a très très bien marché. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur ce secteur? Alors, nous sommes sur le secteur, mais en choisissant spécialement les valeurs. En fait, la seule valeur que nous avons aujourd'hui, c'est Orange, pour jouer un prix qui est foncièrement décoté, l'arrêt de la dégradation de sa rentabilité et des économies naturelles avec les départs à la retraite. Pour vous donner un ordre d'idée, ça a généré 600 ou 625 millions d'euros l'an dernier d'économies sans avoir besoin de réorganiser violemment la société. C'est un peu en retard sur les autres. C'est dans la partie du portefeuille, la partie tranquille et qui assurera un fonds de portefeuille qui traversera des périodes difficiles, mais tout de même avec 8% de rendement sur le rendement. Imaginons que le cours ne monte pas, on touche quand même 8% sur le rendement, c'est pas... C'est patrimonial finalement. C'est très patrimonial. Dans les télécoms, il y a quand même ça qui peut être intéressant. Oui. Sur le secteur des télécoms, en fait, est-ce qu'on va assister à une plus grande concentration en Europe de ce secteur? Parce que là, on parle des 3 opérateurs, mais l'ARCEP, l'autorité des télécoms, a la main sur la recomposition. Elle vient de dire, là, tout récemment, que c'est quasiment elle qui choisirait l'acheteur de SFR. Et Bouygues a tenté d'acheter SFR il y a quelque temps et a été retoqué, on peut le dire comme ça, par l'autorité. Donc, c'est un jeu compliqué où il y a du politique, le régulateur. Et en fait, j'ai envie de prendre un peu plus de recul, parce qu'en fait, si on prend un peu plus de recul, aux États-Unis, pays aussi vaste et riche que l'Europe, devinez combien il y a de principaux opérateurs. Il y en a 4. Il y en a 4 pour tous les États-Unis. Nous, rien qu'en France, on en a 4. Et dans tous les autres pays, on retrouve 3, 4 opérateurs. Donc il y a un vrai problème de fond, c'est qu'en Europe, il devrait à terme y avoir beaucoup moins d'opérateurs. Donc là, on est focalisé sur notre petite France. On joue les intégrateurs, ce qui est Orange, oui. Ou on joue les cibles. Pas facile, parce que regardez, c'est vrai que la cible, être actionnaire de Vivendi, en se disant Vivendi, SFR se fera racheter, ça peut être la position confortable. Quand l'annonce de Numéricable a été annoncée, le cours de Vivendi ne s'est pas envolé. Beaucoup de ces nouvelles étaient déjà intégrées, ça n'a pas fait flamber. Il n'y a pas eu de manque à gagner, les téléspectateurs n'ont rien manqué en ne s'intéressant pas au secteur et spécialement à la recomposition. Donc pour l'instant, ça ne fonctionne pas encore. Alors, il y a une autre actualité cette semaine dans un secteur qui n'a rien à voir et qui concerne aussi une société un petit peu plus petite, une valorisation moyenne dans laquelle vous êtes aussi spécialisé. C'est la nouvelle introduction en bourse de GTT, Gaz Transport et Technigaz, donc co-société de GDF Suez avec Total. Qu'est-ce que vous en pensez? L'introduction ne s'est pas forcément très bien passée. Est-ce que vous avez suivi tout cela de près? Est-ce qu'il faut jouer cette valeur? Est-ce qu'il faut souscrire cette valeur? Alors,
Nous avons regardé le dossier de près avec nos 3 analystes chez Dorval. C'est intéressant parce que c'est un métier qui n'a pas d'équivalent. Pour résumer, GTT fait des membranes qui permettent aux grands méthaniers de confiner le gaz et d'assurer. C'est plus de 90% du marché, donc il n'y a pas d'équivalent. Alors, il y a un équivalent. C'est intéressant parce qu'il y a un Norvégien qui s'appelle Moss qui avait la technologie avant, mais c'était une technologie qui consistait à construire sur les méthaniers une espèce de coupole. On voyait des grosses coupoles qui émergeaient des bateaux qui permettaient de confiner le gaz. Mais il y a une prise au vent, bien sûr, c'est moins efficace. Et donc la GTT a supplanté le norvégien il y a quelques années. Donc alors, finalement, dans ces métiers-là... Faut-il investir dans cette valeur, sachant que finalement la bourse n'a pas forcément suivi? Alors, une partie de ma réponse, c'est l'histoire de la technologie. C'est-à-dire que le problème, c'est que vous avez une technologie effectivement qui est dominatrice aujourd'hui. Au moins 70% des nouveaux méthaniers adoptent cette technologie. Mais si un jour un nouveau concurrent trouve une nouvelle technologie, il faut savoir que Samsung, qui a des chantiers navals, qui est le client de GTT, travaille à chercher des solutions. Si Samsung, qui a quand même les poches pleines, trouve, attention au modèle de l'entreprise. Donc moi, je c'est... serais moins dur que vous. Moi, je pense qu'au contraire, l'introduction un peu moyenne est plutôt l'occasion d'en acheter. Alors après, beau rendement. Après, il y a aussi un autre aspect, c'est que GTT garantit aux méthaniers qu'il n'y aura jamais de problème avec son système de confinement. Si jamais par malheur un jour un méthanier explose, bon, il y a des risques. Il y a des risques. Et en même temps, comme dit Hubert, il y a peut-être des choses à faire aujourd'hui, notamment étant donné l'introduction relativement moyenne. Ce qui est intéressant avec GTT, c'est pas ce qu'ils ont fait jusqu'alors, c'est ce qu'ils vont faire dans le futur. C'est-à-dire, il faut voir que la flotte de bateaux dans le monde fonctionne au mazout. Et dans les années qui viennent, ça va commencer en 2015, c'est presque demain, et dans les années qui viennent, de plus en plus de bateaux vont rouler, naviguer au gaz liquéfié. Et à ce moment-là, ils auront besoin de faire des réservoirs pour le bateau lui-même, pour sa propulsion, et c'est là où GTT a une carte à jouer et peut proposer sa technologie. La question, c'est à quelle vitesse ça va être adopté, on ne sait pas. Mais par contre, c'est vrai que ça, c'est intéressant, parce que là, du coup, vous avez une société qui retrouve de la croissance, alors qu'aujourd'hui, elle n'a pas beaucoup de croissance. Assez rapidement, parce que le temps avance, plusieurs valeurs. Allianz vient d'annoncer des résultats plutôt corrects, malgré les tempêtes, malgré les inondations. Malgré tout, le titre n'a pas forcément rebondi. Le secteur de l'assurance, qu'y a-t-il à faire, à votre avis? Notamment AXA, bien sûr, puisque c'est ce qui intéresse un peu les gens ici. Alors, nous sommes encore un peu actionnaires d'AXA. Nous avons AXA depuis très longtemps. On a eu du Allianz. Allianz, on a complètement vendu. On est en train d'alléger sur AXA. Ce qu'il faut voir, c'est le parcours extraordinaire des compagnies d'assurance. AXA valait 10 € il y a un peu plus d'un an, vaut aujourd'hui quasiment le double. Avec le dividende que vous avez encaissé de 50 centimes, ça vous fait une performance extraordinaire. Donc attention, l'histoire boursière a été... On sort plus tôt parce que, par exemple, pour reprendre l'histoire d'Allianz, dans Allianz, vous avez le premier gérant d'actifs du monde qui s'appelait PIMCO, qui est un gérant obligataire, le premier gérant obligataire, qui gère 2000 milliards. Si dans les années qui viennent, la gestion obligataire est moins attirante et il y a déjà des collectes à ce niveau-là, cette activité d'Allianz qui est assez importante pourrait être moins belle. Pour le reste du secteur financier ou pas? Alors, des banques, pourquoi pas, oui. Mais c'est vrai que, ou d'autres secteurs, on n'a pas s'il y a mieux à faire dans d'autres secteurs, on ira vers d'autres secteurs. Alors, il y a eu d'autres résultats cette semaine, assez mitigés finalement, assez contrastés, plusieurs dynamiques. Essilor, Areva d'un côté où c'est plutôt négatif, d'autres un petit peu plus positifs, Plastic Omnium. Qu'est-ce que vous retenez, vous, en vraiment quelques mots de cette... Essilor, Seb, voilà, les vedettes d'autrefois. Essilor, c'est très intéressant parce que Essilor, c'est l'archétype de la valeur émergente qui a, de 2007 jusqu'à l'an dernier, a été recherchée parce qu'elle était imperméable à tous les problèmes qu'on a connus. Et les investisseurs l'ont portée sur des niveaux beaucoup trop élevés pour ce qu'elle donne. Et c'est intéressant, Essilor vient de publier ses résultats, donne ses perspectives pour le début de l'année 2014. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit une croissance de 1 à 2%. Donc en fait, on est en train de payer très cher pour une performance passée, mais attention, si la performance à 2%, c'est presque zéro. Ça va repartir sans doute après, mais attention, payer très cher la croissance, ça peut... On est sur les émergents. C'est plus banal que LVMH ou Richemont. Voilà, le luxe s'en tire un peu mieux que les autres, que Essilor, et a fortiori que des valeurs comme BIC, etc. Donc attention, ça peut être la mauvaise idée, le mauvais refuge. On n'est pas forcément... C'est cher surtout. Et c'est cher. À partir du moment où on achète cher... C'est des multiples chers, donc la moindre déception... La moindre déception coûte cher, oui. Donc c'est assez cher, on l'a compris. Merci messieurs pour ce décryptage et cette analyse. Je vous propose désormais de comprendre comment tout cela peut se traduire en termes de gestion et de stratégie. Voici notre rubrique Stratégie et gestion.
Alors messieurs, les perspectives du marché actions en France semblent quand même relativement bonnes. Je voulais vous parler d'un secteur en particulier, les biotech. Ça semble finalement un secteur un peu en folie. Que faut-il faire aujourd'hui sur les biotech? Faut-il absolument prendre 3 ou 4 biotech dans son portefeuille? Alors, on a des valeurs qui gagnent entre 50 et 250% depuis le début de l'année. Oui. Et en fait, j'ai assisté depuis 10-15 ans à énormément d'introductions en bourse de biotech ou de biotech qui existent déjà. On est dans le domaine du médical, on est dans le domaine de la recherche fondamentale. C'est-à-dire vous avez une société qui vient et qui vous dit voilà, je suis professeur, j'ai identifié une molécule qui pourrait faire des miracles dans tel cas, tel cancer, etc. Et je vous propose de participer avec moi au financement de cela. On va perdre de l'argent pendant 5 ans, 6 ans, mais si la molécule aboutit, on sera tous riches parce qu'on va multiplier par 20 notre investissement. Étant Carmat. Voilà, Carmat, c'est français, c'est une très belle histoire. Mais en termes de probabilité, la probabilité pour que ça arrive, elle est malheureusement très faible. C'est très étudié aux États-Unis parce que c'est très très courant aux États-Unis. Oui, c'est très. Vous recevez tous les jours des mails en vous disant il y a un type qui a un truc génial, venez en acheter. Voilà. Mais attention, il faut voir l'autre côté. Si le médicament, vous avez fait tous les coûts de recherche et c'est retoqué par l'autorité de la santé, votre société vaut zéro. Donc c'est une espèce de ticket de loterie sur lequel vous n'avez pas de prise parce que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas spécialiste de je ne sais quelle molécule. Donc c'est très très inconfortable. Si vous n'avez pas 20 ou 30 valeurs pour diversifier le risque et espérer dans les 20 ou 30 avoir 3-4 qui vous rendent riche, c'est trop risqué. Même vous disiez 3-4 valeurs, c'est insuffisant. Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup plus. Donc ça veut dire pour les particuliers ou les gens qui veulent investir là-dedans, soit il faut prendre un fonds qui lui est diversifié et là, en tout cas, le risque est maîtrisé, soit s'abstenir, parce que prendre une ou deux... Dans la santé en général, vous débordez sur le secteur ou pas? Oui, alors dans la santé, on s'intéresse, on a du Sanofi dans les grandes valeurs, on a du Drägerwerk dans les valeurs moyennes. Oui, on est toujours positif, on se laisse porter, parce que le cours est passé de 70 à 75 déjà. Justement, là, il y a aussi une autre actualité, une autre tendance qui se passe actuellement sur les marchés, c'est les small et les mid-cap qui continuent de performer, de surperformer. Vous êtes spécialisé un petit peu dans ce type de cotation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va trop loin, Hubert aussi? Pardon. Non. Moi, je pose la question. Je ne pense pas que ça aille trop loin parce que historiquement, les mid-cap font mieux que les big-cap, etc. Et puis par ailleurs, elles sont moins soumises aux émergents. C'est le principe. C'est que la mode d'Essilor, de L'Oréal, etc., ne se retransmet pas forcément sur des valeurs moyennes qui sont plus européennes, voire européennes et américaines. Et j'ajouterais que c'est vrai que les petites valeurs sont en hausse, je crois en France, d'environ 14% depuis le début de l'année. C'est l'ordre d'idée. Mais c'est porté par le secteur des biotech dont on vient de parler, qui lui est prodigieux depuis le début de l'année aux États-Unis et en France. Il y a un engouement, une petite surchauffe, on pourrait dire, sur les biotech. Donc on est prêt à prendre ses paris quand on est un grand les gens retrouvent de l'appétit pour le risque. Donc attention, il y a la composante biotechnologique qui pousse vers sur les small cap, est-ce qu'il n'y a pas un effet un peu entonnoir à Paris du fait du PEA-PME? Alors, on aimerait bien, mais ça n'a pas commencé puisque vous savez malheureusement les décrets qu'il faut ne sont pas parus. Donc on peut ouvrir un PEA-PME aujourd'hui, on peut mettre de l'argent dessus, mais on ne peut pas acheter parce que les valeurs éligibles ne sont pas définies. Vous venez d'ouvrir un fonds PEA-PME chez Dorval, mais qu'est-ce que vous anticipez en termes de retour sur le marché des particuliers finalement? Est-ce que le particulier français notamment revient sur le marché ou est encore un petit peu frileux? Alors ça c'est une question intéressante parce que en fin de compte ce qu'on a vécu, dans un marché haussier, il y a toujours 3 acteurs qui viennent successivement. Les particuliers arrivent à la fin. Malheureusement. Les premiers à venir, c'est les anglo-saxons, les institutionnels anglo-saxons. Ce sont les plus réactifs, les premiers à revenir sur le marché. Ensuite, ce sont les institutionnels locaux, c'est-à-dire européens, français, les caisses de retraite, les assureurs, etc. Ce qu'on vient de vivre, en fait, depuis l'été 2012, quand Mario Draghi a sauvé l'euro, les banques, c'est une hausse de, on va dire, 18 mois environ, qui s'est faite par le retour des anglo-saxons. C'est ça la première phase qu'on vient de vivre. Je pense qu'on va vivre en 2014-2015 le retour des institutionnels français. Et pour répondre à votre question, les particuliers, ce sera un peu plus tard, dans 4-5 ans, et malheureusement quand le CAC aura déjà pris de la hauteur. Comme ils nous écoutent et comme ils vous écoutent, ils vont venir plus tôt. C'est-à-dire, oui, mon message, il n'est pas forcément trop tard. Justement, peut-être que les particuliers reviendront en masse dans quelques mois, mais il est sans doute temps de revenir dès à présent sur des bonnes valeurs, et donc nous passons à notre rubrique conseil investissement. Alors j'ai Marc qui nous posait une question, dans quelle valeur faut-il investir à court terme et à long terme prochainement?
Un conseil d'achat peut-être. Un conseil d'achat. Alors, les conseils d'achat que je vous donne, c'est sur des valeurs européennes. Parce que je pense que vous avez beaucoup d'informations sur les valeurs françaises. C'est intéressant de sortir un peu des frontières. Et c'est vrai que chez Dorval, on a cette chance de naviguer dans l'univers européen. Donc ça me paraît intéressant d'aller voir. Il y a une valeur européenne que j'aime beaucoup, qui est une vraie conviction, qui s'appelle Datalogic. Datalogic, c'est une société qui fait des lecteurs de code barre qu'on retrouve dans la grande distribution, qu'on retrouve dans tout ce qui est logistique, transport pour les colis. Par exemple, si vous allez dans votre bureau de poste, vous pourrez regarder les postiers quand ils réceptionnent votre colis, ils lisent un code barre et vous verrez que le matériel, c'est Datalogic. Ils sont numéro 1 en Europe, ils sont numéro 3 dans le monde. Donc c'est une activité technologique très rentable. Il y a une barrière d'entrée. Il y a une barrière à l'entrée parce qu'on ne s'improvise pas dans ce métier-là. C'est un peu, on pourrait faire un parallèle avec un génico que les téléspectateurs connaissent mieux. C'est-à-dire on a un produit technologique qui est difficile à copier. Il y a des brevets, il y a des protections qui correspond à un vrai besoin et à une tendance de fond. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de retour en arrière en termes de logistique. On ne va pas revenir à un monde où... On est plutôt sur du long terme. On est sur du long terme, mais c'est une histoire de croissance. Aujourd'hui, on est sur une histoire de croissance. Et ça se paye très peu cher puisque ça se paye 11 fois les résultats. C'est-à-dire que ça se paye le prix d'une valeur qui n'a pas de croissance. C'est pas cher, une croissance solide, un positionnement solide, donc ça reste finalement une valeur à jouer sur le long terme. Oui, oui. Alors si on vend, on reste à l'écart, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix aujourd'hui? Mon sentiment... J'ai bien compris que vous vendiez AXA, que vous avez beaucoup aimé, mais... Le bénéfice, il faut trouver autre chose. Le secteur aérien peut-être? Alors oui, le secteur aérien. Alors je mettrais Airbus de côté parce qu'Airbus, c'est quand même une histoire qui peut encore... le cours peut encore monter. Relativement confortable. Oui, et puis en termes d'évaluation, il y a encore un peu de place pour une appréciation du cours. Donc Airbus, on n'est pas négatif. Par contre, c'est sur les équipementiers aéronautiques Zodiac, Safran, où on est sur maintenant des price-earning ratios, c'est-à-dire le prix que l'on paye en bourse de 17. 17, c'est une valorisation de haut de cycle. Donc j'ai envie de dire... Il n'y a jamais eu de bas de cycle, c'est ça le problème. Zodiac, quand le cours était le cours était divisé. Quand il va à 30 euros... Vous êtes plus circonspect sur Zodiac et Safran, par exemple, dans ce qui est secteur aérien. Attention à la mode, un peu forte sur oui, c'est-à-dire qu'en fait, à la base, il y a une idée de dire il y a des besoins, il y a 7 années, 8 années de production d'avions dans les carnets de commandes, donc ça va être extraordinaire. Mais je rappelle qu'en 2000, c'était le cas également. EADS avait 7 années de carnet de commandes, est arrivé après 2001. Bon, il ne faut surtout pas oublier que le marché aéronautique est cyclique, ça ne changera pas. C'est l'histoire de la croissance éternelle, attention. Et que les clients ne gagnent pas beaucoup d'argent, les compagnies aériennes aussi. gagnent peu d'argent. Alors Hubert, Eric, merci beaucoup, c'était passionnant. D'ailleurs, on a un petit peu débordé. Un grand merci pour cet échange et cette précieuse analyse. Éric Frénois, je vous rappelle que vous êtes directeur de la gestion sous mandat chez Dorval Finance. Merci à tous, à bientôt.